Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté cet entretien pour Égalité et Réconciliation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur votre parcours. Tu es né le 15 avril 1974 à Perpignan, fils de professeur. Tu as toujours été bon en sciences. Après le lycée, tu obtiens un baccalauréat scientifique, suivi d'études en classe préparatoire et une maîtrise de physique. Tu réussis le concours de professeur des écoles et intègres l'IUFM à Montpellier. Tragiquement, à l'aube, en 97, tu tombes gravement malade, tombant en dessous de la barre des 40 kilos. En 2008, grâce à tes recherches, grâce à tes voyages et tes expérimentations, tu guéris de tes maladies et tu sembles depuis avoir retrouvé la pleine santé. En 2010, tu fondes une chaîne YouTube racontant ton parcours et ton combat contre la maladie grâce à une approche naturelle de la santé, mélangeant alimentation, jeûne et mode de vie naturel. 13 ans plus tard, avec 1300 vidéos sur le sujet de la santé et son approche holistique, tu comptabilises presque 600 000 abonnés sur ta chaîne. Une association Régénère qui produit un magazine de qualité influent dans le monde de la naturopathie, ainsi que des formations et des stages. On peut presque parler d'un empire de la santé alternative, ce qui pourrait déplaire à tes détracteurs. On sait aujourd'hui que tu rencontres des problèmes avec la justice et tu es récemment sorti du silence après plusieurs mois d'inactivité sur ta chaîne. Ce sera le sujet central de notre interview aujourd'hui. Et je vais enchaîner avec la première. Peux-tu expliquer à notre audience par qui et pourquoi tu rencontres des problèmes aujourd'hui avec la justice ? Alors, je te remercie. Alors, juste une petite précision dans la chronologie que tu as faite. Il y avait deux petites erreurs, mais à un moment, tu as dit 1997, c'était 2007. Je suis tombé assez lourdement malade. Et la chaîne YouTube, je l'ai commencé en 2011. Voilà, c'est des détails. Mais comme je sais qu'il y a des gens qui sont à l'affût de la moindre petite erreur pour dire « Hop là, il se contredit et tout », hop, on rectifie. Alors, par qui je suis poursuivi? Oui, c'est très simple. Je suis poursuivi techniquement par l'Ordre des médecins, l'Ordre des pharmaciens et l'UNADFI. L'UNADFI, c'est l'Union nationale des associations des familles. Voilà. En fait, c'est des associations qui. L'UNADFI, c'est l'union d'associations qui lutte contre l'emprise sectaire. En fait, c'est le bras associatif, pour le dire simplement, c'est le bras associatif d'un organisme gouvernemental qui s'appelle la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et la MIVILUD a. Alors, quel est leur lien exactement? Je ne suis pas assez précis en termes juridiques pour te dire exactement ce que c'est. En tout cas, ils travaillent vraiment main dans la main avec les UNADFI. Il y a des ADFI et puis il y a l'UNADFI, l'union des ADFI, d'une certaine manière. Mais pour te donner la nature des liens, par exemple, qu'il y a entre eux, la présidente de l'UNADFI, Joséphine Cesbron, et siège au conseil d'orientation de la MIVILUD. Donc il y a vraiment une intrication entre les deux qui est totale. Donc voilà, il y a Ordre des médecins, Ordre des pharmaciens et une ADFI. Ça reflète un petit peu les trois gros griefs qui me sont reprochés. C'est exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie et emprise mentale. Voilà, c'est les trois gros trucs qui me sont reprochés. Et tu rajoutes dessus un soupçon de détournement d'argent, côté économique. Et là, tu as à peu près une vue de ce qui m'est reproché. D'accord, c'est effectivement très dur de subir cette pression judiciaire. Nous savons que cet engagement n'est pas sans risque. Tu as été forcé de quitter ton logement ainsi que de cesser ton activité pendant l'enquête. Pourrais-tu nous parler des sacrifices que tu as faits et comment tu fais pour garder ta foi et continuer ? Les sacrifices sont très nombreux et puis ils ne datent pas d'aujourd'hui. C'est certain que depuis 2020, la charge a bien augmenté. Et puis alors depuis 2023 et la mise en examen particulièrement. Mais juste pour le faire simple, moi quand j'ai commencé mes vidéos, c'est vrai qu'on présage toujours de l'intention de la personne, tu vois, surtout a posteriori. On se dit, ah, il l'a fait comme ça. Moi, franchement, déjà, moi je dis souvent, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que j'avais dans mon cœur, ce que j'avais dans ma tête quand j'ai fait mes vidéos. Mais je les ai vraiment commencées d'une façon ultra spontanée, sans calcul. C'était l'image va paraître extrêmement prétentieuse, mais comme un arbre donne ses fruits, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il fallait que ça sorte de moi et voilà, et c'était important. Et donc j'ai commencé à faire mes vidéos. Je te disais tout à l'heure avant qu'on commence la vidéo, les premières vidéos, je les faisais avec un téléphone scotché sur le truc. Et il n'y a jamais eu de plan, d'idée. Je ne savais rien, moi. Enfin, moi, je faisais juste mes vidéos, quoi. Tu vois, j'étais un gars qui faisait ses vidéos et qui, les premières années, c'est marrant parce que je me suis intéressé récemment, parce qu'il fallait que je travaille là-dessus pour mon enquête pénale. Je me suis intéressé à la fréquentation sur ma chaîne YouTube et je me suis rendu compte qu'à la fin de la première année, j'avais 200 ou 300 abonnés. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai fait 300 abonnés.
Maintenant, je me dis, il n'y avait personne. Et pourtant, je continuais mordicus, quoi. Et les premiers 100 000 abonnés sur ma chaîne, je les ai atteints en 2015. C'est 4 ans après. Ça a mis beaucoup de temps. Mais pourtant, pour moi, dès le départ, c'était le truc hyper important. Tu vois, je le faisais, j'étais dédié à ça totalement. Et les problèmes ont vraiment commencé, entre guillemets, en 2014. Fin 2014, il y a une série de 2 articles qui paraissent dans un journal de Nouvelle Obs, c'était Rue 89, qui faisait partie du groupe Nouvelle Obs, par un gars qui s'appelle Thibaut Shepman, qui depuis m'a régulièrement assaisonné. Et je t'avoue que sur le coup, au début, j'ai pas compris. En fait. Je me souviens d'ailleurs, c'est très marrant parce que dans ma naïveté, j'ai trouvé le numéro de téléphone du journaliste et je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais quoi, pourquoi, enfin, c'est quoi le problème, pourquoi tu me fais, enfin, tu vois, comme on parle à entre guillemets, un mec normal, quoi. Tu vois, je dis, c'est quoi le souci, pourquoi t'écris ça, c'est pas vrai, pourquoi t'en as pas discuté avant, enfin, c'est quoi ta motivation? Et le mec, je me souviens, il s'est foutu de moi, quoi, parce qu'il s'est dit, c'est quoi ce bleu, quoi. Et à partir de là, ben, ça a commencé. Alors ça a commencé, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est d'abord vraiment beaucoup ressorti jusqu'en 2018-2019, c'était le côté secte. Voilà, l'ami Vilude balançait secte, 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 secte à fond. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont balancé ce côté secte pendant des années. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie courante? Dans la vie courante, jusqu'en 2018, vraiment rien. Ça, c'est une chose que j'aime bien dire quand même souvent, parce que souvent, il y a des gens qui disent « ouais, il y a des détracteurs sur YouTube, il y a de la violence sur Twitter et tout ». Dans la rue, en pratique, depuis 2011, je n'ai jamais rencontré quiconque qui me dise autre chose que des remerciements. Les détracteurs, je ne sais pas si c'est une question de développement des gonades ou quoi que ce soit, mais ils ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont. Alors souvent, j'ai dit, mais venez quoi. Venez les gars, on discute, il n'y a pas de souci. Même l'affrontement comme ça, il n'y a pas de problème. Quoi. On peut discuter, on peut être pas d'accord, mais je ne les ai jamais vus. Voilà, donc je ne les ai jamais vus. Donc dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de gens qui viennent pour me cracher dessus, pour m'insulter, pour me faire des reproches, ça n'existe pas. Après, donc 2018-2019, c'était à peu près correct. À partir de 2019, ça a commencé à être le harcèlement administratif. Alors d'abord, ça a commencé par du harcèlement bancaire. C'est-à-dire d'un seul coup, je me faisais virer de mes banques. Les banques, elles t'écrivaient, elles te disaient, bon, dans 2 mois, sur le coup, tu dis, mais pourquoi? D'ailleurs, je me souviens, les premiers à avoir fait ça, j'ai une spéciale dédicace quand même, parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à croire en bon militant qu'il pouvait y avoir des banques honorables. Donc j'étais dans une banque qui s'appelle la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, Crédit Coopératif, la NEF. Leur bureau, il était uniquement à Montpellier. Donc moi, de Perpignan, je devais faire les allers-retours régulièrement, mais j'y croyais tellement à la NEF. Je suis resté pendant 20 ans. Et eux, c'est en 2015. En 2015, du jour au lendemain, ils m'ont viré comme ça, clac. Je me souviens, je leur ai écrit, je leur ai dit, mais pourquoi? C'est quoi? On n'a pas à se justifier. Voilà. Donc le harcèlement, il a commencé comme ça. Et harcèlement administratif, des trucs tout bêtes. Tu vois, en 2020, par exemple, j'ai été amené à changer de logement parce que je me suis séparé avec mon épouse. Je devais chercher des locations pour me loger. Bon, ben voilà, des locations qui m'étaient refusées parce que les mecs, ils voyaient Casas Novas, d'un seul coup, ils ne voulaient plus. Voilà, ils ne voulaient plus parce que article et ainsi de suite. Après, ça a commencé à prendre une dimension supplémentaire, effectivement, à partir de 2022 et 2023 avec la mise en examen. Alors là, la mise en examen, elle a eu des conséquences lourdes, effectivement. Alors, là, je ne parle pas de tout ce qui est harcèlement Internet, parce que ça, c'est une page à côté, et ça, c'est vraiment très, très particulier. Mais sur le plan pratique, 2023, ben oui, pendant 6 mois, interdit d'habiter chez moi, donc interdit d'habiter ici. Donc obligé d'habiter de ci, de là. J'ai fini par habiter chez mes parents, dans la plaine, parce qu'on n'avait pas de quoi se payer un logement. Voilà, bloqué à tous les niveaux. Là, actuellement, je n'ai pas le droit de sortir de France. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, non, mais bon, c'est pas si grave que ça. Ici, enfin voilà, tu es de Perpignan. Ici, on est en Catalogne. Aller de l'autre côté de la frontière, c'est comme aller à Perpignan. Moi, pour moi, je suis plus proche de Figueres que de Perpignan. Donc, voilà, on va dire, oui, tu peux vivre sans. Oh, ok, d'accord, je peux vivre sans. Mais effectivement, c'est quand même une restriction de mes libertés. Il y a un autre truc qui est prodigieusement énervant pour moi et que j'aimerais bien voir évoluer aussi, c'est le fait de devoir pointer 1 fois par semaine à la gendarmerie. Donc toutes les semaines. C'est pas, en tant que tel, on va dire, c'est pas contraignant, juste il faut y penser. Et le truc, on te dit, si vous ne le faites pas, c'est direct en tôle. C'est-à-dire, voilà, c'est tout manquement au contrôle judiciaire est susceptible d'une peine de détention. Donc c'est contraignant. Et surtout, je sais pas, voilà, je te dis ça comme ça, mais moi dans ma petite tête, j'ai calculé, je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'une telle mesure? Si c'est pour éviter que je me barre, en l'espace d'1 semaine, puisque je dois pointer 1 fois par semaine, si je voulais me barrer, ce qui n'est absolument pas le cas, mais si je voulais partir en 1 semaine, tu as le temps d'être à l'autre bout de l'Europe, voire à l'autre bout du monde. Donc c'est pas ça. Je pense, mon analyse, c'est pour mesurer ton niveau de soumission. Voilà. Est-ce que je suis soumis? Et je suis soumis actuellement, parce que je n'ai pas le choix. Je suis en France, qui a une force de coercition très forte face à moi. Voilà, donc je suis soumis. Mais
ça fait partie des contraintes importantes. Et puis après, il y a l'autre aspect, c'est le harcèlement sur Internet, effectivement. Alors là, oui, force, insultes, menaces, hein, menaces de mort. Voilà, alors après, en pratique, je te dis, c'est jamais passé à l'acte, mais il y a toujours une part de moi qui me dit, mais quand est-ce qu'il va y avoir aussi un demeuré qui va lire ça et qui va venir, quand je lis, ouais, on va te finir à coups de pelle et tout. Il y a un côté un peu joueur en moi qui dit ouais viens, on va rigoler, on verra qui a la pelle la plus affûtée. Mais en même temps, il y a une part de moi qui me dit attends, tu déconnes aussi, s'il débarque, t'as ta femme, t'as tes enfants, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, non. Et puis les insultes, et puis le fait de surveiller ta vie, de traquer les moindres de tes faits et gestes, tu vois, de se sentir observé, surveillé en permanence, ça c'est très lourd. Oui, non, il y a un prix à payer qui est gigantesque, qui est énorme, énorme, énorme. Ton nouvel avocat est Maître Divisio. Comment et pourquoi as-tu choisi cet avocat? Monsieur Divisio. Monsieur Divisio. Je ne l'appelle pas maître. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet avocat? La vraie histoire, c'est qu'en fait, j'ai reçu un courrier en milieu d'été de quelqu'un qui s'appelle Éric Gandon. Éric Gandon, c'est un naturopathe qui a été incarcéré pendant 6 mois quasiment, parce qu'il y avait eu un décès suite à un de ses stages de jeûne. Il donnait des stages de jeûne, il y a eu un décès. Et il m'avait envoyé une lettre en mai, visiblement. Mais moi, en mai, je ne veux pas faire la larmoyante, mais la garde à vue, moi, elle a duré 4 jours, parce que bon, les 2 premiers jours, ils me laissaient rentrer chez moi, histoire de prolonger la garde à vue, puis le dernier jour, ils m'ont fait la totale, ils m'ont fait dormir en cellule, puis après les geôles et tout ce que tu veux. Je suis très content de ne pas avoir craqué en garde à vue, parce que c'est fait pour, hein, les techniques, c'est pour te faire craquer, mais j'y ai laissé quand même des grosses plumes. J'ai vraiment laissé des grosses plumes. Et le mois d'avril, de mai ont été très compliqués pour moi. J'étais pas bien, j'étais fatigué, j'étais cassé, j'étais démoralisé. C'est une espèce de phase de déprime, on peut pas le dire autrement. Et donc, je n'avais pas vu son courrier. Et je l'ai ouvert finalement que début août, à un moment où je me questionnais beaucoup sur la façon de faire de l'avocat avec qui je travaillais jusque-là. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Ou en tout cas, je voulais quelque chose de plus. Et donc, j'ai ouvert son courrier, j'avais entendu parler de son histoire, il m'écrivait, il me dit « Ouais, est-ce qu'on pourrait échanger, est-ce qu'on pourrait discuter ?» Je dis « Ouais, super, voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui lui arrivait, comment ça lui était arrivé. » Je trouvais quelques similitudes entre nos histoires. Et là, il me dit « Écoute, j'ai pour avocat quelqu'un qui s'appelle Fabrice Divisio. » Moi, j'avais entendu parler de Fabrice Divisio, je l'avais vu médiatiquement, il y avait une part de moi qui s'était un peu méfiée du côté médiatique. Je m'étais dit, si je choisis un avocat qui est très médiatique, étant donné que moi-même je le suis déjà, ça risque d'être contre-productif. Et donc j'avais écarté cette possibilité, certaines personnes m'en avaient parlé, me disaient ouais, il est bien Divisio et tout, bon j'avais écarté ça. Et puis Éric Gandon me dit vraiment tout le bien qu'il pense de lui, il me dit tu sais j'aimerais bien que tu discutes simplement avec lui pour échanger, parce qu'il y a des similitudes entre nos affaires. Donc j'ai eu Fabrice Divisio au téléphone, et il m'a paru brillant et pertinent, vraiment. Et bon, il se trouve que j'ai proposé à mon avocate d'alors de collaborer avec lui, ça n'a pas pu se faire, donc j'ai dû faire un choix, et quand j'ai fait ce choix, j'ai choisi Fabrice Divisio parce que son attitude me plaisait. Si tu veux, une garde à vue, 4 jours de garde à vue, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Je suis passé par les geôles du palais de justice. Je ne veux pas faire la moyenne parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent ça, qui ont un proche en prison, qui me disent voilà, toi tu es la petite fleur, tu sais, qui a fait 4 jours de garde à vue, alors que les autres, ils ont fait le mitard pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, à mon niveau, c'était très impressionnant. Ça m'a vraiment fichu un coup. Et moralement, ça a cassé une part de ma fougue. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez énergique, d'assez volontaire, et ça m'a bien cassé. Le discours de mon avocat juste après était quand même un discours que, même maintenant avec le recul, j'analyse assez... alors, je voudrais pas blesser cet avocat parce que j'ai pas du tout l'intention, hein, même si on a arrêté de travailler ensemble, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais un discours assez soumis, finalement, d'une certaine manière. Soumis, il ne fallait pas faire de vagues, il ne fallait pas aller trop fort, et ainsi de suite. Elle avait sa logique, et je comprends totalement, mais j'étais vraiment dans une position un petit peu, tu vois, j'étais un peu sous l'eau, quoi, j'étais noyé. Et Divisio m'a aidé à retrouver, tu vois, mon courage, tu vois, je tape mon cœur parce que le courage c'est dans le cœur, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mon courage, ma détermination, et surtout ma légitimité à dire, attendez là, il y a un gros problème parce qu'en fait, tout ceci est un faux procès. C'est-à-dire que les charges qui me sont reprochées sont complètement fausses et bidons. Ce dossier est creux, il n'y a rien. Vous avez transformé ma vie en enfer depuis des années. Et j'estime qu'à mon niveau, c'est plutôt moi qui devrais demander des dommages et intérêts à la société, plutôt que l'inverse. Et que
techniquement, j'aimerais bien comprendre pourquoi dans ce dossier, il n'y a quasiment rien qui soit à décharge et tout à charge. Comment ça se fait que quand moi je lance dans une vidéo, je dis aux gens, écoutez, rendez compte de votre expérience, positive ou négative, sous ma vidéo, il y a des milliers de commentaires dans lesquels il n'y a que des réponses positives et je ne les modère pas, ces commentaires. Je ne vois pas de personnes qui disent « Ah mais moi, je suis mort, j'ai perdu un bras, j'ai perdu un proche, je me suis décomposé, ainsi de suite ». Ça n'existe pas, ou quasiment pas. Et comment ça se fait que dans le dossier, moi ce que je lis, c'est juste le portrait qui est fait de moi dans ce dossier, il est abject. Je suis un sale connard, humainement parlant détestable, professionnellement parlant un arnaqueur vénal qui profite et qui assujettit les gens, et sur le plan économique un arnaqueur. Et ça me gonfle. Ça me gonfle parce qu'effectivement, enfin voilà, en plus, voilà, ça fait partie des choses, mais c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs aux enquêteurs sur le coup. J'ai dit, vous foutez de moi, moi j'ai un expert comptable, j'ai pris un avocat fiscaliste pour qu'il valide tous les choix qui sont faits parce que je savais très bien que vous alliez venir me chercher là-dessus. Enfin, je trouve ça dégueulasse. Je trouve que la France traite. Marco tout à l'heure parlait de l'Indépendant, par exemple, le journal catalan. L'Indépendant, ils ne peuvent pas parler de moi sans parler du gourou catalan. Il me pisse à la gueule en permanence. Putain, je sais pas moi, mais t'as un enfant du pays, je suis catalan, je le revendique, j'arrête pas de mettre en avant dans mes vidéos que je suis en Catalogne, qu'il fait beau, pendant que les autres ils sont sous la pluie et que c'est la merde. Je veux dire, il pourrait quand même un temps soit peu s'intéresser à mon travail. Non, il me crache à la gueule en permanence. Il me jette en pâture comme ça. Il s'amuse à détruire ma vie, celle de mes proches. Je veux dire, même mes pauvres parents, mes parents, ils ont 85 ans. Mon père, il a eu ses comptes bloqués, ses comptes fermés et tout. Il était là, il voulait appeler son banquier. Ça faisait 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans qu'il était à la même banque. Il dit, mais qu'est-ce qui leur prend? C'est quoi cette folie? Ils ont créé une espèce de personnage fictif, totalement nauséabond, hideux et infréquentable. Et les gens qui me connaissent, ben, ils me voient, je ne prétends pas être le meilleur des hommes, enfin, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs et ainsi de suite, mais enfin, je suis pas la personne qu'ils ont voulu en faire, quoi. Et Fabrice Divisio, la rencontre avec Fabrice Divisio m'a permis de retrouver cette colère en moi, vraiment cette colère, mais la colère vraiment qui te fait aller de l'avant, qui te dit non, ça ne va pas se passer comme ça en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et je dirais même que ce que pendant des années, ce sur quoi j'ai fermé les yeux pendant des années, parce qu'il y avait en moi un côté, alors à tort ou à raison, moi je dirais à tort, enfin à raison je veux dire, pardon, pas à tort, parce que je considère que voilà, l'état d'esprit qui était le mien, c'était l'état d'esprit juste à ce moment-là et qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement, mais je ne voulais pas perdre de temps face à la meute médiatique. Voilà, je ne voulais pas commencer à répondre à chacun. Il y a des gens qui me disent « Thierry, tu aurais dû répondre ». Oui, j'aurais dû répondre, peut-être, je ne l'ai pas fait. Et en même temps, quand tu vois la quantité d'articles, le temps qu'il faut pour répondre à chacun de ces articles, c'est monstrueux, c'est chronophage, tu t'épuises totalement. Et à un moment, moi je me suis dit non, moi je suis là pour apporter un message de santé, d'espoir, quelque part, parce que je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'au point juridique, je ne suis pas là pour défendre mon image. Voilà. Parce qu'en plus, voilà, on peut parler de ça entre nous, hein, parce que je pense qu'on est certains à partager les mêmes convictions. Je suis profondément croyant et je pense que le seul qui me jugera, c'est Dieu. Donc en fait, le jugement des hommes, il y avait un moment... voilà, puis être jugé par des journalistes de Libération, je ne veux pas être méchant, mais voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, et lui, il m'a redonné, Divisio, il m'a vraiment redonné l'agnac. Et il a l'agnac, il a la... Et je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Alors c'est quelqu'un qui est à fond tout le temps, qui veut faire 10 milliards de trucs. Alors des fois, on lui reproche, ah, il ne va pas au bout de ces trucs. Oui, peut-être, mais regarde, au bout de tout au bout de quoi il va, bon, peut-être qu'il est très, très gourmand, il veut en faire énormément, peut-être qu'il n'aboutit pas toujours tout, mais en pratique, il aboutit énormément et il se bat. Et pour moi, il est vraiment une grosse lueur d'espoir. En tout cas, il m'a remis en selle. Ton discours est souvent mal interprété. On a tendance à te traiter de charlatan, prêchant notamment que les membres amputés peuvent repousser grâce au jeûne ou au jus de carotte, que les compagnies pharmaceutiques veulent nous tuer et non pas nous guérir. Tu parles du business de la maladie. Peux-tu nous expliquer le conflit actuel entre la santé institutionnelle et la santé alternative, ou dans ton cas, il nous semble, la différence entre approche symptomatique et approche holistique? Alors, c'est difficile de ne pas être manichéen ou caricatural, donc je vais essayer d'apporter un peu de nuance dans mon propos.
Mais en même temps, si je vais être honnête, il n'y a pas beaucoup de nuances à avoir. Pour moi, tu sais, c'est marrant parce que ce matin, je travaillais toujours pareil dans l'optique du procès pénal. Je travaillais sur une vidéo que j'avais faite à l'époque qui portait sur l'opération Octobre Rose, tu sais, dans lequel ils font du dépistage, des mammographies et ainsi de suite. J'avais appelé ça Octobre Rose, un dépistage nuisible et non nécessaire. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Et je développais un argumentaire que j'ai repris parce que je voulais le travailler, parce qu'on va m'interroger là-dessus. Et en fait, ce que je disais, ça résume tout. Je disais, bon, déjà, on se rend compte, au travers de pas mal d'études scientifiques, que ça conduit à un surdiagnostic. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tumeurs qui apparaissent puis qui disparaissent spontanément. Et le fait de les scanner au plus près, on va traiter quelqu'un qui, en fait, n'aurait pas eu besoin de traitement parce que ça aurait disparu spontanément. Deuxièmement, on sait que, au final, il y a beaucoup de mammographies, par le rayonnement ionisant que ça induit, qui peuvent être aussi source de développement de tumeurs. Mais surtout et avant tout, quand tu regardes une opération comme Octobre Rose, ce n'est pas une opération de prévention du cancer. C'est une opération de dépistage pour avoir plus de malades diagnostiqués et pouvoir faire plus de traitements. Et c'est ça la différence fondamentale. Parce que quelque chose qui est basé sur la santé, c'est quelque chose qui va dire, attendez, nous on connaît toutes les règles de vie qui peuvent vous protéger, ou en tout cas faire en sorte que l'occurrence du cancer apparaît moins. Et ça on le sait maintenant, je veux dire, au nombre des études scientifiques, l'alimentation, le rythme de vie, le stress, les conditions de vie, enfin, voilà, ça vient d'où sinon? Parce que moi souvent quand on me dit, oui, non mais c'est pas ça le cancer, je dis, alors ça vient d'où? Tu vas me sortir un virus du cancer, ça ils n'ont pas encore osé. Une bactérie du cancer, ils n'ont pas osé. Alors si ce n'est pas un virus, si ce n'est pas une bactérie, si ce n'est pas ton mode de vie, ça vient d'où? Tu sais, c'est là. Je lui dis, soir, l'impression que tu as, c'est que tu as un coin de rue, là, tu sais, tu sors et puis là, d'un seul coup, le cancer, il te rentre dedans. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois, moi, je crois un monde de sens. Et dans ce monde de sens, eh bien, il y a des conditions qui favorisent ou ne favorisent pas l'apparition. Et ces conditions, on appelle ça le terrain physiologique. La santé alternative, alors après dans la santé alternative c'est un fourre-tout dans lequel on peut tout mettre, hein. Mais en tout cas l'approche naturopathique de terrain, c'est une approche dans laquelle eh bien, on va dire à la personne, en fait ce qui importe c'est ton état de santé. Les symptômes que tu vas manifester sont à l'échelle de ton niveau de santé. Si ton niveau de santé est faible, tes symptômes vont être importants. Si ton niveau de santé est fort, tes symptômes vont être peu importants. Donc, dans l'absolu, ne t'occupe pas tant que ça de tes symptômes, occupe-toi de ton niveau de santé. Tu vois, et c'est ça la différence. Alors que le discours pharmaceutique moyen et le discours médical moyen actuellement, alors je sais, on me dit oui, les médecins ils parlent aussi d'alimentation, ainsi de suite. Pour moi, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est se foutre de la gueule du monde totalement. La plupart, la grande majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas des médecins, effectivement, qui maintenant commencent à parler d'hygiène de vie, de stress. Il y en a, bien sûr. Mais la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent pendant 10 minutes, ils te mettent ton ibuprofène, ils te mettent ton antidépresseur, ils prennent leur consultation et c'est fini. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en se faisant? Eh bien, ils mettent une couche, parce que c'est de la prestidigitation. Tu as des symptômes. En naturopathie, on considère que le symptôme, c'est un message du corps. Tu vois, d'un seul coup, tu as le nez qui coule, hop, ça veut dire quelque chose. Tu as des boutons qui apparaissent, ça veut dire quelque chose. Ce quelque chose, c'est un espèce d'avertisseur qui t'indique, OK, là, en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans ta vie, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton rythme de vie, au niveau de je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est tout le travail du naturopathe. Souvent, je dis le travail du naturopathe, que je ne suis pas, c'est un travail d'investigation. C'est un peu comme une enquête. Tu as des indices posés ça et là. La personne, elle va te dire, ah moi j'ai de l'eczéma, ah moi j'ai mal au rein, et choses comme ça. Et puis le naturopathe, il va commencer à l'interroger, ouais, qu'est-ce que vous mangez, à quel moment vous vous couchez, et ainsi de suite. C'est cluedo, quoi, tu vois. Et puis là, il va dire, hop, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier. Tac, il a trouvé. Enfin, il dit, non, ça peut être le colonel Moutarde avec le chandelier. Puis là, toi, tu essayes le colonel Moutarde avec le chandelier, puis tu reviens 3 semaines après, tu lui dis, ça n'a pas bougé. Ah merde, bon, on va essayer de creuser un peu plus. Mais on prend les symptômes pour ce qu'ils sont. Alors que la médecine moderne s'est donné pour œuvre de faire du Gérard Majax, quoi, de la prestidigitation. C'est-à-dire, tu y vas, le mec il te donne un cacheton, tu le prends, tout le monde le même cacheton, tout le monde, 3 fois par jour, hein, donc il n'y a rien d'individualisé là-dedans, et hop, le mal il disparaît. Mais en fait, ce n'est pas le mal qui disparaît, c'est la manifestation du mal, entre guillemets. C'est la manifestation du déséquilibre qui disparaît. C'est-à-dire que par exemple, on va bloquer des glandes sébum, par exemple, pour éviter que ça fasse des boutons, pour éviter que ça fasse du psoriasis ou je ne sais pas quoi. On va bloquer la fièvre, par exemple, avec des antipyriques. Mais si on bloque la fièvre, ça ne veut pas dire que les conditions qui présidaient à l'apparition de la fièvre vont changer. Et pour moi, et ça c'est là je suis clair, pour moi, parfois les symptômes sont tellement importants. Il ne faut pas être con non plus, je veux dire, quand tu souffres atrocement, prendre un petit truc qui va te soulager un petit peu, je veux dire, voilà, il faut être pragmatique. Mais à condition que tu n'oublies pas qu'il y avait une cause première
Et le risque, c'est que d'une fois que tu n'as plus mal, oh, ben, moi je repars comme en 40. J'oublie qu'il y avait une cause première. C'est-à-dire, si tu prends ton médicament qui va faire baisser tes symptômes et que tu te dis, oh en amont, j'oublie pas qu'il y a un problème, qu'il y a un déséquilibre, il va falloir que je m'en occupe, là tout va bien. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre pilule magique et on oublie. Et on retourne dans notre vie. Et on continue nos conneries. Et on persiste dans l'erreur. Donc pour moi, toute cette médication nous fait persister dans l'erreur. Et le problème, c'est que le message nous envoie, le corps nous envoie des messages pour moi. En tout cas en naturopathie, c'est comme ça qu'on le voit, il nous envoie des messages. Moi, je dis souvent, l'image que je prends, c'est il tape à la porte. Il fait comme ça. Tu vois, la première fois, il fait, excuse-moi, là, tu es rangé dans ta vie, dans ton rythme de vie, mais là, il y a un truc qui ne va pas. En fait, moi, là, je ne suis pas nourri, je ne reçois pas ce qu'il faut en quantité, voilà, tu ne dors pas assez et tout. Moi, j'y arrive plus, quoi. Le corps, biologiquement parlant, c'est une formidable machine à s'adapter, à compenser nos erreurs. Mais il y a un moment où il dit, non, là, j'y arrive plus. Puis toi, tu ne l'écoutes pas. Tu te prends un petit cacheton ou tu te prends un café histoire de te stimuler, et ainsi de suite. Hein. Là, le corps, il revient 3 semaines après. Excuse-moi, là, je t'ai interpellé il y a 3 semaines et tu ne m'as pas entendu. Là, il faudrait vraiment qu'on se pose tous les deux, qu'on discute et que tu prennes en compte mes besoins. Et puis toi, tu reprends un cacheton qui va le faire taire, c'est un bâillon. Tu sais, c'est un peu comme l'exemple que je prends souvent, je dis tu rentres chez quelqu'un et tu entends un enfant qui est en train de hurler dans une pièce et puis là, tu dis au père, mais qu'est-ce qui se passe et tout, il dit, ah bon, on est en train de torturer notre fils. Et là, il te dit, mais il n'y a pas de problème. Il arrive, il lui met un scotch sur la bouche et puis il revient. Il te dit, ah ben super, tout va bien. Je veux dire, c'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'il arrête de torturer son enfant. Et ça, c'est exactement la même chose. Est-ce que le problème, c'est de faire supprimer les symptômes? Ou est-ce que le problème, c'est de trouver la cause qui présidait à l'apparition des symptômes et de faire en sorte que les symptômes disparaissent parce que la cause a été résolue? Pour moi, la vraie santé, c'est ça. Et le reste, c'est une illusion. Et donc, c'est un mensonge. Et sur ce mensonge, ben, il y a des grandes industries qui prospèrent. Hein. On parle de... je me suis amusé à faire ce calcul-là récemment. C'est 1000 $ par seconde, je crois, actuellement, pour les grandes compagnies Pfizer, Moderna. C'est 1000 $ par seconde. J'ai calculé, c'est 86 millions de dollars par heure. Tu multiplies par jour, ça fait 300 et quelques millions par jour de bénéfices. Donc voilà où ça nous mène. Voilà où ça nous mène. Donc voilà, c'est un discours qui est radicalement effectif. En fait, je dis radicalement parce que radicalement, c'est Racine. On oppose toujours la médecine moderne et la médecine naturopathique. Pour moi, chacune a son espace de pratique. La médecine moderne, la chirurgie, des choses comme ça, ils ont fait des progrès hallucinants. Quand tu as un accident traumatique, il n'y a rien de mieux que les urgences, il ne faut pas être con. Je veux dire, on a gagné énormément à ce niveau-là. Tu vois, souvent les gens me disent, ah mais Thierry, si tu avais un accident de voiture, est-ce que tu irais aux urgences? Mais oui, bien sûr, évidemment. Enfin, je ne suis pas stupide. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai eu des accidents traumatiques, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie, je suis allé aux urgences et je remercie sincèrement tous les urgentistes qui ont pris en charge mon problème, qui m'ont aidé à me refaire. À côté de ça, il y a plein d'autres problèmes liés à l'hygiène de vie, le diabète, l'hypertension, les problèmes de cœur, les problèmes de choses comme ça. Ben, résoudre ça avec du médicament, c'est par contre une formidable erreur. Donc il y a chacun à son domaine. Il ne s'agit pas, et moi d'ailleurs je rêve du moment où quand quelqu'un arrive avec une symptomatologie, ce n'est pas un médecin qui va voir l'unique médecin remboursé parce qu'il y a un déséquilibre total. C'est-à-dire que tu as une médecine qui est remboursée et l'autre qui est totalement payante. Là, il y a un collège. Un collège fait de naturopathes, de médecins urgentistes, d'acupuncteurs, de coachs sportifs, de sophrologues, de masseurs et choses comme ça. Et puis la personne elle expose son problème. Et là, le collège, ils discutent entre eux. Et là, ils disent, ah, écoute, moi là, je pense que j'ai certains outils que j'aimerais bien tester. Puis si ça ne marche pas, je te le renverrai et tout, tu vois, sans aucun ordre de priorité. Et là, on serait vraiment dans une santé intelligente qui prend en compte l'individu. Alors que là, actuellement, j'ai quand même vraiment l'impression que ce qui est pris en compte, c'est les profits de grosses industries pharmaceutiques. Oui, c'est clair. Définitivement. Notre maison d'édition Contre-Culture, dirigée par Alain Soral, édite des livres sur la santé, notamment Arnold Héret, qui a écrit des ouvrages il y a plus de 100 ans sur le jeûne, l'alimentation et le respect des lois de la nature pour recouvrer la santé originelle de l'homme. On peut le considérer comme un penseur de la tradition. Selon lui, nous avons perdu une santé supérieure au fil des siècles, due à notre environnement artificiel et notre alimentation contre nature, ce qui nous a fait perdre ce qu'il qualifie de santé divine, de santé originelle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cet auteur et est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Je connais bien, pour l'avoir lu, Arnold Héret, oui, tout à fait, c'est une des références dans le jeûne. Lui-même, il a eu un parcours de santé très très particulier, hein, puisque très malade à une période de sa vie, puis qui s'est complètement reconstruit et qui effectivement, de ce qu'on dit de lui, avait développé un niveau de pratique physique et de santé physique assez impressionnant. Oui, je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que ce genre de discours,
qui fait très nietzschéen, tu vois, globalement, c'est le sous-homme, le surhomme, et ainsi de suite, on a perdu toute valeur. Si tu commences à le tenir, on est une société où on peut plus parler, on peut plus penser, et c'est absolument affreux, et c'est affreux, c'est-à-dire que si je commence à tenir ce genre de discours, c'est-à-dire si je commence à dire, effectivement, sur le plan physique, on dégénère totalement, j'ai passé, effectivement, pour un nietzschéen d'extrême droite, traditionnaliste, et tout ce que tu veux. Après, on me fait passer pour qui on veut, la réalité, elle se claque à notre gueule. C'est-à-dire que quand tu regardes le niveau d'état physique, hein, on te dit, voilà, les gens vivent plus longtemps. Oui, mais attends, l'espérance de vie sans médication, elle a, elle, énormément diminué. Même l'espérance de vie tout court a diminué maintenant. On est la première génération qui va mourir plus tôt que nos parents. L'histoire de l'humanité, enfin, ce qu'on en connaît de l'histoire de l'humanité, nous raconte qu'il y a toujours eu une progression de l'espérance de vie. Là, on est la première génération qui va mourir avant nos parents. Mais surtout, on est une génération qui, dès son plus jeune âge, est gavée de médicaments, d'antidépresseurs, de psychotropes, en particulier sur le plan psychique. Donc, on est une génération qui ne va pas bien du tout, c'est une évidence. Tu regardes les corps, tu regardes l'état d'esprit, tu regardes... Ça ne va pas bien. Et le problème, c'est qu'on essaye de nous vendre une espèce de virtualité. Alors là, les réseaux sociaux sont magnifiques pour ça. Tout le monde se prend sur Instagram en train de sourire et ainsi de suite. Et on nous vend une espèce de monde chimérique dans lequel tout va bien. Et si toi, tu arrives pour dire non, non, en fait, non, ça va pas, ben, tu passes pour le vilain petit canard. Mais la réalité, c'est comme le roi est nu, quoi. Tout le monde a beau dire que le roi est habillé, non, le roi est nu. Et non, effectivement, sur le plan physique, on est en train de décroître très très fortement, de perdre à toute vitesse. On a un chiffre qui est assez parlant. Moi, j'ai vécu, tu disais que j'avais été professeur d'école, à l'époque, je vivais avec ma première compagne, avec qui j'ai vécu quand même pas mal d'années, qui faisait ses études de médecine. D'accord. Donc je l'ai suivie pendant son cursus de médecine. À son époque, on ne parlait pas d'autisme. L'autisme était une maladie, entre guillemets, psychiatrique d'ailleurs, on l'a considéré comme psychiatrique à l'époque, mais qui était extrêmement rare chez les enfants. Actuellement, on est à un enfant, alors ça a progressé, on est passé à un enfant sur 1000 hein, dans les années 2000 à peu près, 2000-2005, après un enfant sur 100 dans les années 2010. Là actuellement dans les pays modernes, développés, parce qu'en plus c'est vraiment une pathologie des pays comme les nôtres, hein, occidentaux particulièrement, on est à un enfant sur 40 à peu près qui présente des troubles du spectre autistique. Les prévisions à l'aube 2030 à peu près par les grands spécialistes de l'autisme, c'est un enfant sur 2 qui présentent des troubles du spectre autistique. Alors, on parle de troubles du spectre autistique, hein, c'est toutes les dyspraxie, dyslexie, et choses. En tout cas, c'est des gens qui ont des difficultés. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui veulent essayer de dire, voilà, les autistes sont des gens qui ont des super pouvoirs, peut-être, mais d'un point de vue social, c'est quand même un sacré handicap. D'un point de vue du fonctionnement, c'est quand même un sacré handicap. Et il y a un auteur belge qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les Canaries de la modernité ». Canaries de la modernité, ça faisait référence à ces canaris qu'on mettait dans les mines, qui, quand ils chantaient, prévenaient le coup de grisou qui allait arriver. Et elle disait, nos enfants actuellement, par leur état de santé extrêmement dégradé, parce que moi, tous les enfants que je vois, ils sont polyallergiques, et ils ont des rhinites à répétition, c'est des enfants qui ne vont pas bien psychologiquement parlant, qui sont hyperactifs, qui sont colériques, et ainsi de suite. Et il disait, nos enfants sont les témoins de la dégradation massive de notre environnement. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que, bon, moi, ma génération, moi, je suis né dans les années 70, nos parents, ils étaient nés dans les années 40, d'accord. Entre 40 et 70, il y a déjà eu un changement radical. Hein. Entre 70 et 2020, il y a eu un changement encore plus radical, une accélération. On dit qu'il y a eu plus d'innovation technologique entre 1995 et 2015 qu'il n'y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. On est un monde qui va à une vitesse colossale. L'introduction des écrans, de l'internet, des réseaux, de tout ça, ça a complètement changé le psychisme humain. Et les enfants actuellement manifestent à leur niveau à quel point leur biologie n'arrive plus à s'adapter à ce monde qui va à une vitesse folle, qui se dégrade à une vitesse folle et qui ne correspond plus, qui ne les nourrit plus de manière adéquate. Et oui, je pense qu'effectivement on est une civilisation qui dégénère, il n'y a pas à discuter de ça, on le constate à l'échelle de nos enfants. Et globalement, si on continue à mettre la tête dans le sable, on va vers une catastrophe. Je pense qu'on est déjà dans une catastrophe, globalement. On est déjà dans un certain niveau de catastrophe. Et je pense que ça va aller de pire en pire. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est que ça, on te dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, parce qu'on a une solution à te proposer. Parce qu'en fait, c'est toujours ça, on a une solution à te proposer. Et la solution, c'est une solution transhumaniste. Et moi, c'est une solution qui n'est pas acceptable, parce qu'on te dit, finalement, c'est pas grave. Parce qu'il y a des fonctions de l'humain, maintenant, qui vont être assurées par de la machine. Donc, t'inquiète pas. Je pense au projet, par exemple, Musk avec son Neuralink, par exemple, dans lequel il veut vraiment faire des implants au niveau cérébral pour contrôler certaines fonctions cérébrales. On te dit, non mais on pourra corriger certains dysfonctionnements. On pourra te faire sécréter plus de neurotransmetteurs et tout. Mais personnellement, je ne veux pas de ce monde. Je veux pas de ce monde, pour des tas de raisons, mais j'en veux pas. Parce que si la machine commence à rentrer dans l'humain, c'en est fini de l'humain pour moi.
Et puis c'est une profanation totale de quelque chose qui est pour moi totalement sacré. Donc c'est impossible de faire ça. Et pour moi actuellement, cette dégradation totale de la santé humaine, elle sert un discours de transformation de l'humain par la mécanique, qui est pour moi une offense totale à la création. Alors qu'en fait, on a tout sous la main. C'est-à-dire que mon exemple et l'exemple de milliers de personnes autour de moi qui suivent mes vidéos, qui en témoignent, c'est des témoignages de personnes qui non seulement avaient des états de santé très dégradés, qui arrivent à restaurer leur état de santé, mais qui non seulement ça, arrivent à aller beaucoup mieux qu'ils n'allaient avant ça. C'est-à-dire qu'il y a une aggradation totale. Donc c'est entre nos mains. C'est juste un moment, arrêter de faire c'est l'espèce de rêve prométhéen de l'homme, tu vois, je fais ce que je veux. En fait, je fais ce que je veux de ma vie. Mais non, en pratique, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu vois, globalement, là, on est sur une terrasse. Le sol est à 3,50 m. Si je saute par la terrasse, je peux faire ce que je veux, mais je vais me péter les jambes au mieux, si ce n'est me casser beaucoup plus. Donc je vais être soumis à la loi de la gravité. On est soumis à des lois. Et pour moi, la vraie liberté, c'est de reconnaître nos déterminismes. Et on est tellement dans « je veux, je peux hein », que finalement on se dit « ah ben moi je bouffe ce que je veux, je vis comme je veux » et puis après on va compenser. Oui mais ça, c'est possible, mais au prix d'une énorme aliénation. C'est-à-dire que quand tu perds des organes et tout, qu'on te dit « oh, on va vous donner des pilules pour compenser tout », très bien, mais tu es dépendant de tes pilules. Et ça, c'est une aliénation que moi je ne veux pas. Je ne veux pas d'un humain qui est aligné à la machine, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on n'a pas besoin de transhumanisme. On a besoin de transhumain d'une certaine manière, enfin en tout cas de grandissement de l'humain, tu vois, des grandissements au niveau du cœur, parce que transhumain, ça pourrait prêter à confusion. Donc. Y a-t-il eu des hommes dans l'histoire, des civilisations qui ont vécu avec cette culture du jeûne, du crudivorisme ou du végétarisme? Alors déjà, végétarisme, personnellement, je ne suis pas végétarien. Et bon, même si je comprends le souci réel face à une société d'hyperconsommation et de torture animale, je comprends le souci de certaines personnes et je le comprends parfaitement de ne pas participer à ça, je ne suis pas persuadé que le régime végétarien soit adapté pour toute personne. En particulier pour moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui ne marche pas. Même si j'ai des longues phases où je ne mange pas de produits animaux, mais il y a des moments où je sens que j'en ai besoin. Et au contraire, moi, je milite. Tu sais, moi, ma base, c'est quand même une formation en permaculture, donc vraiment la science de l'autonomie. Et sous nos latitudes, je considère que sans les animaux, ça ne marche pas. Donc moi, je suis plus pour un retour à une forme de paysannerie autonome, dans lequel l'animal a sa place, mais pas un animal qu'on esclavagise, qu'on torture, mais un animal, nous ici, on a des poules, et dès que je peux, j'aurai des tas d'autres animaux, et ils participeront, chacun participera à la vie de ce milieu, donc déjà, je ne suis pas végétarien. Après, est-ce que dans l'histoire, il y a eu des gens qui vivaient comme ça? Alors, crudivorisme, non, absolument pas, ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, même ça, le crudivorisme, je ne suis pas crudivore. Voilà, dès que tu mets un isme, bon, pour moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'un régime dans lequel il y a beaucoup plus de produits crus, non transformés, est un régime qui est, pour moi, globalement, et après, toujours pareil, il faut vraiment individualiser, hein, mais qui a plein d'avantages et plein de bénéfices. Mais quand on fait un isme, c'est-à-dire une espèce d'idéologie, alors là, c'est catastrophique. Non, donc ça ne marche pas. Après, c'est toujours en fonction des individus. Par contre, les grands principes hygiénistes de jeûne, tempérance, austérité d'une certaine manière, manger peu, dormir tôt, enfin voilà, la pratique du corps et ainsi de suite, bah, les grands médecins antiques, tu sais, quand on fait référence à Hippocrate par exemple, la méthode de soins d'Hippocrate, c'était ton alimentation, ton rythme de vie, ton jeûne, ton activité, c'était ça qu'ils faisaient les gars. Hein. Donc oui, bien sûr que ça existait dans l'histoire, c'est même relativement moderne. La médecine qu'on nous présente comme une médecine absolue, comme s'il n'y avait eu que ça dans l'histoire, que toute l'histoire devait converger vers ça et que c'est le pinacle de l'achèvement de la santé humaine, c'est une médecine très très récente. De toute façon, historiquement parlant, on sait que le grand basculement a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, hein, quand on a commencé à avoir des antibiotiques basés sur des dérivés du soufre, produits d'ailleurs par des industries qui produisaient des armes chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale à base du soufre aussi. Hein, et donc à ce moment-là, il y a eu un très très grand basculement dans la médecine. C'est une médecine extrêmement conquérante, hein, finalement, avec les antibiotiques, avec les antiviraux. Et puis on peut assujettir le corps, on peut contraindre le corps. Mais ça, c'est très très moderne. Cette lutte contre le vivant, cette psychologie de combat, elle est relativement moderne. Ça remonte à un siècle ou deux maximum. Avant, c'était quelque chose de beaucoup plus holistique, et très proche des grands... Enfin, c'était de la naturopathie. Mais pour répondre à ta question, des peuples végétariens, je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Oui, en Inde, par exemple, ils sont lacto-végétariens, des choses comme ça. Après, au niveau de l'alimentation, moi, ce que je dis souvent, c'est que ces soucis alimentaires sont des soucis de pléthore. C'est-à-dire que la plupart, dans l'histoire humaine,
ce qui a guidé la prise alimentaire, c'était la rareté. C'est-à-dire quand tu trouvais un truc, tu le bouffais. Tu ne calculais pas, est-ce que c'était avec ou sans gluten, parce que bon, de toute façon à l'époque la question ne se posait pas, est-ce que c'était des produits animaux ou pas, parce qu'en fait la question c'était arriver à trouver à manger. Donc déjà ces questions d'alimentation ce sont des questions de civilisation qui a trop à manger, donc ils s'emmerdent et qui commencent donc déjà c'est un premier truc. Et deuxièmement, attends j'ai perdu le fil, mais oui, bon, non c'était ça, c'est-à-dire finalement c'est que un régime exclusif, c'est quelque chose de très 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 moderne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens n'excluaient pas. Les gens, ils prenaient tout ce qu'ils avaient à manger. Donc c'est très très moderne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire un isme. C'est pour ça que le crudivorisme, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en 2014. Pourquoi je ne suis pas vegan? Parce que je refusais le véganisme, je refusais le crudivorisme. D'ailleurs, comme je m'oppose à toute forme de isme, là d'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir ce soir quand on enregistre, qui est une charge anti-idéologie et même anti-religieuse dans le sens religiosité totale, parce que s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est l'éisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour moi, tu as une expérience individuelle, quelle qu'elle soit, que ce soit en termes de spiritualité, choses comme ça, tu as une expérience individuelle qui est réelle, qui est concrète, et à partir du moment où tu essayes d'en faire un système reproductible et que tu essayes de l'étendre à l'autre, alors à ce moment-là, tu tombes dans ma pathologie. C'est-à-dire que l'expérience individuelle est individuelle, c'est la base de ma foi, c'est la base de la naturopathie, c'est une relation directe et personnelle, une expérience directe et personnelle. Les grands médias te prêtent des accointances avec Alain Soral, notamment car tu as donné une conférence au premier festival de la réconciliation. Tu as également fait monter Dieudonné sur scène lors d'un de tes stages. Que peux-tu nous dire sur ces deux infréquentables? Je regrette vraiment. Sérieux, je voulais pas. Non, blague à part. Alain Soral, comme il disait, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis allé à un festival Égalité et Réconciliation. Pourquoi est-ce que je suis allé à un festival Égalité et Réconciliation? Parce qu'ils m'ont invité. Et ça, c'est un très bon argument. Et comme je dis souvent aux médias, je dis, moi, je répondrai à n'importe qui, que le journaliste qui m'interroge, il soit blanc, noir, gay, tout ce que tu veux, j'en ai strictement rien à foutre. Excuse-moi l'expression, parce que ce n'est pas à moi de choisir qui va entendre ce que j'ai à dire, ce que j'estime être important, ainsi de suite. Je vais là où on m'invite. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui m'invite. Il n'y a strictement personne qui m'invite. Et les seuls qui ont les coronesses de m'inviter, ben, c'est les gens qui ont égalité et réconciliation. Donc j'y suis allé. Et qu'en plus, dans les valeurs, au-delà de la diabolisation un petit peu ridicule qui est faite d'égalité et réconciliation, qu'est-ce que j'ai vu parmi les gens que j'ai rencontrés là-bas? J'ai vu des gens qui étaient épris d'autonomie, de liberté, de solidarité. C'est des valeurs dans lesquelles moi je me reconnais à 100%. On parle le même langage, il n'y a aucun problème de ce côté-là, qui était aussi avec beaucoup de gens qui étaient des croyants, très bien, je le suis aussi, je n'ai pas de problème avec les non-croyants, mais moi aussi je suis croyant, j'étais bien dans un milieu dans lequel on pouvait parler de sa foi sans aucun problème et sans raser les murs parce qu'on avait l'impression qu'on disait une énormité. Non, j'avais été avec des gens avec qui je partageais énormément de valeurs, aussi de décroissance, de retour à un mode de vie beaucoup plus simple, proche de la nature, traditionnel, mais ça m'allait très très bien. Je me sentais très très bien avec ça, donc j'ai accepté avec grande joie cette invitation et j'y suis allé, mais je te dis d'abord et avant tout parce que c'est les seuls à m'inviter. C'est les seuls à m'inviter, donc moi je veux dire, appelez-moi, enfin j'y vais moi, il n'y a pas de souci, je vais partout. Hein. Le problème actuellement c'est plutôt que moi quand j'essaie de réserver des salles, en fait il y a une telle pression qui est faite sur les organisateurs que même moi je n'arrive plus à organiser de conférences. C'est impossible, c'est un truc que vous devez connaître à Égalité et Réconciliation. Moi maintenant quand j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent Thierry on voudrait organiser une conférence avec toi, le premier truc que je lui dis tu sais pas en fait. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'imagines pas, ah mais si, t'inquiète. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu ne connais pas le niveau de pression que tu vas subir et qui va. Je vois la dernière que j'ai tenté d'organiser, c'était il y a 1 an à Carcassonne. Et pourtant, les gars, ils étaient hyper déterminés et tout. Et au final, c'est le maire qui a pris un arrêté municipal. Bon, voilà, je veux dire, ils ont réussi à. Et il a justifié ça en disant de toute façon, si elle avait eu lieu, il y aurait eu un tel affrontement devant la conférence que, ouais, pourquoi? Parce qu'il y aurait les antifas, machin chose qui auraient débarqué. Voilà, mais qui parle de violence? Moi, je ne parle pas de violence, je suis venu pour parler de santé. Qu'est-ce qui m'emmerde avec leurs histoires politiques? Il n'y a pas plus apolitique que moi. Enfin, je déteste le champ politique, ça ne m'intéresse absolument pas. Je me définis vraiment comme un anarchiste libertaire. La politique ne m'intéresse absolument pas. Donc je ne vais pas à droite, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas chez les blancs, je ne vais pas chez les noirs, je vais partout. Je vais partout. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a une anecdote comme ça assez marrante. Il m'avait été reproché une fois, quelqu'un m'avait vu parce que une fois j'étais allé à Paris pour donner un stage et j'avais profité de ce stage pour aller voir Dieudonné au théâtre de la Main d'Or à l'époque. Donc le soir, j'étais allé voir Dieudonné au théâtre de la Main d'Or et donc il y avait quelqu'un qui avait noté ça, il dit ah, il va chez l'antisémite et tout. Et c'est très marrant parce que les 2 jours de stage que je donnais à Paris, je donnais chez un ami qui s'appelle Claude, qui a un lycée d'enseignement technique rue des Rosiers. Et Claude, c'est un juif traditionnel, tu ne peux pas imaginer plus. Je disais, c'est rigolo parce qu'on me taxe d'antisémitisme alors que j'étais en train de donner un cours chez lui. C'est grotesque. Ces catégories sont grotesques. C'est juste du clivage entre les humains.
moi je vais là où j'estime que la naturopathie, l'approche de santé naturelle à laquelle je crois, a des réponses à donner aux gens qui peuvent vraiment transformer leur vie. Alors dans quelle mesure, ça va dépendre pour chaque individu. Je ne promets pas les miracles, hein, tu vois, je ne me prends pas pour Jésus, mais je pense que pour toute personne, ça peut vraiment améliorer sa qualité de vie, sa qualité physique, psychique, psychologique, d'une manière plus ou moins importante, voire très importante, comme ça l'a fait pour moi. Et ça, j'ai juste envie de le partager. Donc j'aurais envie de le partager partout. Et si on m'invitait sur TF1 pour réellement me laisser parler et non pas pour se foutre de ma gueule, mais j'irais sans hésiter un instant. Mais sans hésiter un instant. Donc non, j'y vais partout. Et pourquoi est-ce que j'ai invité Dieudonné? Alors là, c'est très très simple, parce que c'était... Dieudonné, c'est assez marrant, je vais te raconter juste l'histoire très rapidement. J'étais en voiture avec un ami très très proche, que j'estime beaucoup, et à un moment, il commence à parler de Dieudonné, c'était dans les années 2013, un truc comme ça, quoi. Et puis moi, je dis, oh non, mais le mec, antisémite et tout, et le copain, il pile net sur son frein. Il me dit, mais c'est pas possible, quoi. Il me dit, mais on te fait ça à toi et tu me reproduis le même truc. Il me dit, est-ce que tu l'as jamais écouté? Non, en vérité, je ne l'ai pas écouté. Il dit, tu viens à la maison, tu écoutes. Et il m'a fait en particulier écouter, le premier truc qu'il m'a fait écouter, c'était un sketch sur le cancer de Dieudonné, qui est juste non seulement à mourir de rire, mais d'une justesse, d'une intelligence. Je suis désolé, il y a des gens que ça heurte, mais d'une intelligence et d'un talent au niveau de l'humour. C'était comme ça, et j'en ai regardé pas mal. Et donc, en fait, dans ce festival, sachant que ben, il est interdit de parler, il y avait un côté aussi en moi qui a dit, ben, il t'est interdit de parler, ben, ici, tu as le droit de parler. Tu as le droit de parler, tu as le droit de venir t'exprimer, tu as le droit de venir... Parce qu'il n'y a pas de raison et que je ne supporte pas cet état de fait. C'est pas normal que, c'est ce qu'on appelle la cancel culture actuellement, des individus soient complètement effacés. Et vous, à Égalité et Réconciliation, vous êtes les champions de ça. C'est juste pas tolérable. Et qu'il y ait si peu de gens pour... Je veux dire, toujours pareil, si on était nombreux à refuser ça, si on était nombreux, par exemple, vous venez m'interviewer, mais s'il y en avait beaucoup qui bravaient l'interdit, tu vois, qui allaient au travers de ça et qui osaient le faire, mais leur truc ne tiendrait pas. Parce qu'en fait, le nombre, c'est nous. Le nombre, c'est pas eux. Ça me rappelle l'anecdote d'un fils d'un ancien ami qui une fois était monté sur le toit de son collège avec un porte-voix et qui avait dit un truc dans le genre « on est 600 et ils sont 60 pour nous encadrer, c'est nous qui avons le pouvoir ». Mais c'était la réalité. Je veux dire, on est 70 millions et la coercition, elle est faite par quelques médias, quelques journalistes, des petits groupes, quoi, tu vois, qui tirent à vue dès que... Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Moi, je vois les gens qui s'en prennent à moi, quoi. C'est 10, 15 personnes, mais par contre, ils sont parfaitement organisés, puis qui sont bien placés dans les médias, Libération, Le Figaro, Le Monde, enfin, tous les médias bien pensants, à la télé, et ainsi de suite, et qui vont te cartonner. Mais en fait, ils ne représentent rien. Et ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que la sphère médiatique est la sphère la plus mensongère et la plus fausse actuellement qu'on puisse imaginer. Je suis tombé sur un reportage, enfin sur un sondage là, qui avait été fait d'ailleurs en mai dernier, dans lequel il disait que 57% des Français considèrent que les médecines naturelles sont au moins aussi efficaces que la médecine classique, par exemple. Ça, dans les médias, tu le vois nulle part. Tu le vois, ils n'existent pas, ces 57% de Français. En plus, on ne te parle pas de 57% de Français complotistes, antisémites, d'extrême droite. Je veux dire, 57%, ça fait un panel large, quoi. Donc, il y a tout le monde là-dedans. Ben, ça veut dire quand même qu'il y a énormément de gens qui utilisent des soins qui ne sont pas remboursés, donc ils vont y mettre de leur poche, qui y croient, qui voient des bénéfices, parce que s'il n'y avait pas des bénéfices, ils n'y iraient pas. Et tous ces gens-là, ben, ils n'existent pas médiatiquement. C'est-à-dire que si tu écoutes les vidéos de Thierry, tu es un adepte. Tu es un adepte qui est sous influence et qui est psychiatriquement, enfin, voilà, qui est sous emprise. Tu vois, tu n'es pas un individu normal. Et ça, c'est pas acceptable. D'ailleurs, la France est la seule à avoir un organisme comme la Vivilude, hein, qui s'occupe d'emprise mentale. Et pour mémoire, le premier à avoir créé un délit d'emprise mentale, c'était Mussolini dans les années 30, hein, qui avait créé un délit d'emprise mentale parce qu'il considérait que toute personne communiste ne pouvait l'être que parce qu'elle était sous emprise mentale. Bon, il n'est peut-être pas tort, mais ça c'est une blague, une private joke, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui considérait que si tu pensais de cette façon-là, c'était que tu étais pathologiquement atteint. C'est le premier à avoir mis ça en place. Et l'Italie a abrogé cette loi dans les années 80 en considérant que c'était plus possible, quoi, que ça ne tenait pas compte de la réalité de la vie courante, quoi, et que ça pouvait permettre toutes les dérives. Il n'y a que la France. La France, on a une spécialité là-dedans. On pourrait en parler pendant des heures. Tu fais régulièrement référence au Christ dans tes vidéos et te déclares croyant. Est-ce que cela t'aide dans les épreuves que tu subis? Ah, évidemment, évidemment. Ouais. Évidemment, oui, bien sûr. Évidemment, je puise ma foi, enfin, je puise ma force dans la prière, dans ma foi, dans le fait, comme je te le dis, que au final, comment dire,
utiliser des mots pour pas qu'ils soient interprétés et repris, ma vie ne s'arrête pas à cette vie. Donc on aura beau me dégrader cette vie, on ne dégrade qu'une petite partie de ce qui est ma vie. Ma vie spirituelle, ma vie dans le cœur, puis voilà, ma vie ne s'arrête pas à ce corps, ma vie. Donc non, c'est le socle, c'est le fondement, c'est à la fois la prière, les temps de présence aussi, hein, avec cette présence en moi, cette vie en moi, et puis même la lecture des évangiles, la lecture de la Bible, c'est un modèle aussi. Jésus pour moi est à la fois aussi un modèle inspirateur, tu vois, vraiment, parce que d'ailleurs c'est comme ça moi que j'ai rencontré la foi au tout début. Au début je lisais les évangiles parce que dans ce monde qui pour moi ne me proposait pas des modèles qui me satisfont, la proposition évangélique de l'évangile en tant que tel était juste totalement barrée, folle, inimaginable, et en même temps tellement attirante par rapport à ce qu'on me proposait à côté. C'est-à-dire que tout le monde, tout ce qu'on me proposait, c'était œil pour œil, dent pour dent. Enfin, je veux dire, et puis je voyais que c'était un système qui ne va que vers plus de chaos, plus de chaos, plus de chaos. Puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit non, en fait, ça peut fonctionner totalement différemment. Et là, moi, voilà, la personne de Jésus, je suis amoureux, oui, pour le bon, amoureux de Jésus, réellement amoureux de Jésus. C'est marrant parce que je l'ai découvert au travers par de multiples voies, mais il y en a un qui m'avait beaucoup touché, et un très très beau petit livre, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Maintenant, il y a des gens qui peut-être se moquer de moi, mais d'un auteur qui s'appelle Christian Bobin, et il a écrit un petit livre qui s'appelle L'homme qui marche, dans lequel il parle de Jésus comme ça, comme de cet homme qui marche. Et à l'époque, ça m'avait fait chialer ce bouquin, réellement, quoi. Ça m'avait transporté de joie, d'espérance et ainsi de suite. Et puis après, au fur et à mesure de ma vie, et il se trouve qu'à un moment, j'ai traversé une période très très dure, en 2011, hein, une épreuve physique extrêmement difficile, et croyant quasiment devenir fou dans cette épreuve, tellement la souffrance était importante, je me suis souvenu, c'est des petit clin d'œil de Dieu, quoi. Je me suis souvenu avoir lu quelque temps auparavant un livre qui s'appelait Les récits des pèlerins russes. C'était des gens qui pratiquaient la prière perpétuelle. En fait, ils marchaient le long des routes de Russie, puis ils répétaient « Seigneur Jésus, prenez pitié de nous ». Et cette nuit-là, j'étais tellement dans un état de détresse totale que pour ne pas devenir fou, j'ai répété cette prière toute la nuit, comme ça, comme ça. Alors il y en a qui diront, ça n'a aucun lien, peu importe. Quelques jours après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont annoncé ce qu'on appelle annoncer la bonne nouvelle, qui m'ont parlé de l'évangile, qui m'ont parlé de la foi et qui m'ont vraiment aidé à vivre ça, quoi. Et depuis, ça, je dirais même que c'est le roc sur lequel je me fonde. Non, franchement, je dirais même que dans une période aussi perturbée, j'ai vraiment beaucoup de peine pour les gens qui n'ont pas la foi. J'ai beaucoup de peine pour les personnes qui ont une approche du monde uniquement matérialiste, parce que je me dis, les perspectives pour notre vie matérielle sont des fois tellement précaires que s'il n'y a que ça, punaise, moi je trouverais ça hyper anxiogène, hyper anxiogène. Je suis content de ne pas cheminer comme ça. Que dirais-tu aux jeunes qui ne se soucient pas de leur santé, habitués au fast-food, aux repas copieux en famille, à la culture de l'Uber Eats et des plats réchauffés? Bah t'as raison, profite. J'ai été comme toi, sauf qu'à un moment tu deviendras un vieux con de 50 ans et tu te diras, bah finalement, non mais... C'est compliqué parce que on en parlait tout à l'heure de la dégénérescence. Cette dégénérescence des corps, elle ne vient pas de nulle part. On a une biologie qui est une biologie qui est axée autour d'un système principal qui est le système de récompense et de plaisir. C'est ça qui nous meut d'un point de vue biologique, hein, je parle, parce que pour moi l'humain n'est pas que biologique, on n'est pas des singes évolués, enfin voilà, on ne va pas discuter de ça, mais on a une part biologique en nous qui est réelle, et cette part biologique, elle est indexée sur ce système de récompense-plaisir. Le truc, c'est que dans un environnement relativement naturel, les sources de récompense et de plaisir, elles sont limitées, elles ne sont pas illimitées, et elles demandent un effort, enfin voilà, pour aller chercher de la nourriture et des choses comme ça demande un effort, ça demande un travail, si tu produis toi-même ta nourriture, et ainsi de suite. Donc il y a une certaine limitation qui est faite. Dans notre société, la pire des nourritures, et la plus addictive en plus, parce que les fabricants ont bien compris le fonctionnement de ce système récompense-plaisir, ils ont bien compris que quand tu rajoutes beaucoup de sel, quand tu rajoutes beaucoup de sucre raffiné, ben ça te booste complètement ta production de dopamine et donc ton addiction aux produits. Notre système, qui est un système qui normalement est fait pour fonctionner parfaitement dans un environnement naturel normal, eh bien, ce système il est complètement dévoyé dans un système dans lequel tu as de la sollicitation alimentaire de partout, une alimentation extrêmement stimulante, satisfaisante et addictive pour l'organisme, et c'est très difficile
de spontanément en sortir avant d'avoir pris le mur. C'est-à-dire que la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors, il y a un moment ou autre de leur vie où ils se retrouvent face à un problème. Ils vont d'abord voir le médecin avec la pilule magique. Pour une raison X ou Y, cette réponse-là ne les satisfait pas ou ne les satisfait qu'à moitié, ou ils se rendent compte que finalement c'est une réponse à la petite semaine mais que ça ne résout pas le problème. Et à ce moment-là, de guerre-lasse, ils vont se tourner vers autre chose. Et là, ils comprennent, ils commencent à déconstruire le truc. Mais spontanément de soi-même. Moi, j'ai vu quelques jeunes qui n'avaient pas de problème de santé, n'avaient pas de problème physique, et d'eux-mêmes disaient « Ah, moi j'ai compris que… » Respect quoi. Respect. Arriver à ne pas bouffer de la merde et à t'enfiler coca sur coca alors qu'en fait c'est tellement peu cher et tous tes copains font pareil. Impressionnant. Impressionnant. Donc qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pourrais leur parler en termes de performance physique. Hein. Souvent, je leur parle aussi en termes d'apparence. Tu vois, quand je vois des jeunes qui ont plein de boutons et tout, j'essaie de leur dire, bah, tu sais, voilà, s'il y a des boutons qui s'expriment, bah, ta beauté physique, elle dépend vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire, tu auras beau mettre des couches de cache-misère et des couches de maquillage partout, ça ne changera rien, quoi. Ça se voit, ta laideur, elle se voit. Alors que si tu transformes à l'intérieur, il y a des grandes chances que l'extérieur se transforme et que ton apparence physique se transforme. On peut parler aux sportifs, on peut parler aux gens qui sont soucieux de leur apparence, ça oui, parce qu'en termes de performance sportive, on peut faire beaucoup. En termes de récupération, on peut faire beaucoup. En termes d'apparence, on peut faire beaucoup. Je pense que ça peut être des biais pour toucher ces gens-là, les interpeller, leur faire se poser des questions. Après, moi, mon rôle à moi, en tout cas le rôle que je m'assigne, c'est un rôle d'agitateur d'une certaine manière, tu vois. Je suis là juste pour interpeller les gens et leur dire est-ce que c'est des questions que vous êtes déjà posées et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de vous les poser? Après, moi, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, je suis pas là, je suis pas un évangéliste américain, tu vois, qui te promet l'enfer et la damnation. Non, tu fais ce que tu veux. Hein. D'ailleurs, souvent les gens ils sont choqués, mais tu manges ce que tu veux à côté de moi, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, souvent il y a des gens, ils vont manger une pizza à côté de moi, par exemple, alors que je ne mange pas de pizza à ce moment-là, ils me disent ah, je suis désolé, je dis mais sois pas désolé, je m'en fous, enfin, bouffe ce que tu veux, c'est pas un problème, tu vois, on me fait passer pour une espèce d'ayatollah. J'ai dit non, t'as rien à prouver. Je veux dire, à la limite, si tu es super bien dans ta vie en bouffant des pizzas, profite, parce que c'est bon au goût, je te comprends, c'est super bon et tout. Il y a des gens qui s'ils mangent trop de pizza, au bout d'un moment, ben, ça va pas marcher, voilà, c'est tout. Puis la pizza, c'est un symbole, tu vois ce que je veux dire, c'est un symbole de tout un mode de vie. Et puis, il ne faut pas être manichéen. Je veux dire, si globalement, tu as une alimentation qui est juste remplie de merde, ben, ton état de santé, il y a des grandes chances que tôt ou tard, alors il y en a qui vont dire ah ouais mais moi mon grand-père il est mort, ouais, d'accord, mais ton grand-père il avait un capital santé qui n'était pas le tien, il est né dans une époque qui n'était pas la tienne, il a fait toute son enfance dans une époque qui n'était pas la tienne, mais il y a des individus qui ont des capitals de santé importants, donc ils vont pouvoir s'adapter pendant relativement longtemps, 30 ans, 40 ans, mais tôt ou tard de toute façon ils vont atteindre le mur, hein, de toute façon. Mais il y en a d'autres, dès leur vingtaine, déjà l'organisme est déjà au bout de ce qu'il peut, quoi. Et ces gens-là, moi, mon boulot, entre guillemets, c'est de leur dire, écoutez, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas envisagé, et peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer. Pas d'imposer, d'essayer. Essayer quoi? Eh bien, essayer de changer un peu ton alimentation, changer ton rythme de vie, réfléchir à tes niveaux de stress, réfléchir à ton activité physique, peut-être te dire que finalement passer toute la nuit, ou en tout cas toute ta soirée devant des écrans, c'est peut-être pas le truc idéal pour ton sommeil, et qu'après tu te plains que tu dors pas, ben, c'est normal, et il y a des raisons à ça d'un point de vue physiologique. Peut-être que le week-end, plutôt que de rester couché à l'intérieur chez toi à la lumière électrique, alors que tu as déjà passé toute ta semaine à la lumière électrique, ça vaudrait le coup que tu ailles dehors un petit peu. Peut-être que ça vaudrait le coup que tu te mettes avec quelques potes, que vous trouviez un petit lopin de terre et que vous fassiez un jardin partagé, parce que non seulement vous auriez des bons légumes, mais en plus en termes sociaux, eh ben, tu ne te retrouverais pas tout seul comme un con sur les réseaux sociaux à croire que tu as plein de potes, alors qu'en fait, ce n'est pas des potes et tu n'es pas nourri de la même manière. Tu te retrouverais à juste faire la fiesta le samedi soir avec tes copains au milieu du jardin, c'est là que tu verrais que c'est autre chose. Voilà moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est tout. C'est ça que j'ai envie de promouvoir. C'est ça, c'est les bases. Mais on se rend compte que les bases de la santé, c'est des bases de bon sens. Ce que je dis souvent, franchement, je ne comprends pas pourquoi je prends aussi cher, quoi. J'ai rien inventé, quoi. C'est du bon sens. C'est juste du bon sens. Mais c'est du bon sens qui est tellement puissant, c'est-à-dire qu'on s'en est tellement écarté. Ce bon sens, il est très puissant dans sa transformation parce qu'on s'en est énormément écarté. Je veux dire, j'irai voir mon arrière-grand-père et je lui dirais papy, il ne faut pas manger de boîtes de conserve, des choses comme ça. Mais c'est quoi la boîte de conserve? Il ne sait même pas ce que c'est, ça n'existait pas. De surgelé, il ne sait pas ce que c'est. Attention aux pesticides dans ton alimentation, il ne sait pas ce que c'est. Je lui dirais il faut se coucher tôt, il n'a pas d'électricité. Il me dirait mais de quoi tu me parles? C'est son mode de vie globalement à lui, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, il y a un delta tellement important que quand une personne commence un tout petit peu à revenir à quelque chose d'un peu plus sensé, mais les effets sont souvent impressionnants. J'ai nombre de personnes qui me disent en l'espace de 3 semaines, un mois, waouh, mais ma vie elle est changée du tout au tout. Et comme, sans être prétentieux, ça marche et ça marche plutôt très très bien, le seul moyen de faire en sorte que les gens
n'essaye pas, parce que moi je pars du principe que quelqu'un qui essaye, c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un me discute et tout, je dis écoute, moi ce que je te propose, c'est une expérience pendant 3 semaines. Juste donne-toi 3 semaines pour essayer. Tu vois ce que ça donne. Si c'est n'importe quoi, si c'est des charlataneries ce que je raconte, bon, tu auras juste passé 3 semaines à manger un peu plus de fruits, de légumes, à te coucher plus tôt, ça ne va pas te tuer. Et puis on retourne à tes pizzas, à ton coca et à ton pétard, il n'y a pas de problème. Mais moi je fais le pari que dans 3 semaines, tu auras tellement une qualité de vie changée que tu auras envie d'aller même plus loin. Tu vois ? Donc quel est le seul moyen? Parce que moi je suis persuadé que toute personne qui essaie de changer son hygiène de vie va avoir des bénéfices tellement importants qu'elle n'aura plus envie de revenir en arrière. Donc quel est le seul moyen de faire en sorte que les gens n'écoutent pas mes vidéos? C'est de me transformer en taré. C'est de faire en sorte que je sois tellement diabolisé que les gens, quand tu leur dis « Ah mais moi j'aimerais bien te montrer une vidéo, ah m'en parle pas, ce mec-là c'est un charlatan, le bras qui repousse, ni. Voilà, c'est ça. Donc des espèces de clichés nauséabonds qui font de moi un infréquentable, qui fait que les gens ne vont pas regarder les vidéos. C'est mon analyse de petit catalan, hein, je fais ce que je peux. Quels sont tes 3 conseils ou plus pour préserver sa santé et se régénérer? Oh. Ça dépendrait des époques et ainsi de suite. Mais je pense que... Ouais, alors je vais botter en touche, je vais prendre un terme qui est très global, donc l'hygiène de vie, ça fait un, comme ça au moins je ne détaille pas, l'hygiène de vie. Moi les 3 piliers, c'est l'hygiène de vie, donc tout, alimentation, rythme de vie, sport, et ainsi de suite. La dimension sociale, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire le groupe, le lien humain, le sens dans ta vie, dans ton activité, et ainsi de suite. Et puis le 3e, c'est la transcendance et la foi. C'est-à-dire vraiment, pour moi, je pense que tout individu, il y a une part de nous-mêmes qui n'est pas nourrie. D'ailleurs, je me rends compte que même ceux qui se disent athées, finalement, de plus en plus, quand je discute avec eux, c'est une espèce de religiosité matérialiste, mais il y a toujours une croyance, il y a toujours une foi. Alors des fois, c'est une foi dans le transhumanisme, une foi dans... Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que l'humain est un individu qui a vraiment besoin de cette forme de transcendance, c'est-à-dire de dépasser le soi et d'aller se relier à quelque chose de plus grand que lui. Et je pense que c'est une nourriture essentielle pour nous. Donc je dirais le groupe, la foi et l'hygiène de vie. C'est les 3 grandes dimensions. Et je pense que l'hygiène de vie, maintenant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup promu. Maintenant, si je devais accentuer sur deux domaines, ça serait vraiment le groupe. Le groupe, pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas... Souvent, j'utilise avec les copains, j'ai une petite expression, je dis il n'y a pas de salut individuel. En tout cas, dans ce monde, il n'y a pas de salut individuel. C'est que pour moi, surtout face aux changements sociétaux là, qu'on va appréhender, la vraie richesse, c'est la richesse relationnelle, ce n'est pas la richesse matérielle. Tu auras beau faire des stocks de nourriture pour 2, 3, 4 semaines, déjà c'est de la nourriture dégueulasse, lyophilisée, et puis surtout, quand tu seras dans ton bunker tout seul à manger tes soupes réchauffées, franchement, ça ne sert à rien. Pour moi, la vraie résilience, c'est une résilience de réseau. De bâtir des réseaux, de bâtir des systèmes de coopération, des systèmes d'urgence. Ok, comment je m'organise? D'un seul coup, il y a coupure de l'eau, de l'électricité, comment on s'organise? Qui va chez qui? Comment ça se passe? Ok, ça me paraît vraiment la vraie richesse, et non pas de faire des stocks ou de se surarmer de toute façon, parce que si c'est des milliers si c'est la guerre civile, bon, voilà, c'est foutu. Pour moi, notre seule chance de nous en sortir, c'est vraiment, on est au niveau de tout en bas, c'est-à-dire les gueux comme nous, quoi, les va-nu-pieds, quoi, tu vois, c'est les gens normaux. Et c'est de bâtir du lien, du réseau. C'est pour ça que je suis profondément autonomiste, je crois à l'auto-organisation, je ne crois pas au système hiérarchique, je ne crois pas au système politique, je ne participe pas au système politique, ça ne m'intéresse absolument pas, je ne crois pas au système centralisé. Pour moi, le salut, il est fait de petits groupes ayant chacun leur organisation et leur éthique, en lien très étroit les uns avec les autres, tu vois, un peu comme les cellules du corps qui communiquent, mais chaque cellule, pas trop importante, parce que quand tu commences à dépasser 50, 100 individus, c'est con, tu dois commencer à fonctionner par délégation, et dès que tu commences à déléguer, c'est la merde, quoi. Pour moi, il faut que le groupe il soit suffisamment petit pour que chacun puisse, voilà, si à un moment il a besoin de s'exprimer, il s'exprime, il dit ce qu'il pense. À partir du moment où on commence à déléguer, après, on partit, et puis là, d'un seul coup, on a un président de la République, et puis voilà, tout le bordel dans lequel on est actuellement, quoi. Donc, non, des petits groupes organisés, avec leurs valeurs, qui portent leurs valeurs, et c'est génial, parce que comme ça, chaque groupe peut être fidèle à ses valeurs. Tu vois, tu as un groupe qui va dire, ben moi, je vais être végétarien, ben, super, tu es végétarien, et puis vous êtes un groupe végétarien, c'est super, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition. Et chacun collabore le plus possible. Pour moi, c'est ça, s'il y a une société demain, ça sera ça. Tu vois, c'est celle à laquelle je rêve, plutôt qu'une société transhumaniste dans laquelle... tu n'as plus besoin de conduire ta voiture parce qu'elle conduit toute seule, tu n'as plus besoin de rien parce que tu n'as même pas besoin de les penser, ils t'arrivent directement dans la bouche. Je veux dire, voilà, ce n'est pas un humain légume qui m'intéresse du tout.
Je pense que le potentiel humain, on est très très loin de l'avoir atteint, à tous les niveaux, physique, psychologique, spirituel. Et j'ai plus envie de voir la croissance de l'humain que la croissance de la machine. Souvent, un truc que je dis en rigolant, je dis plus ton téléphone il devient smart, plus toi tu deviens con, mais c'est ça, enfin tu vois, caricaturalement. Et c'est le risque qu'il y a dans notre société, c'est à la fois, ces machines sont extrêmement séduisantes, mais chaque fois qu'elles prennent une fonction au détriment de l'humain, c'est une capacité qui s'amenuise, parce que toute fonction qu'on ne sollicite pas, c'est une fonction qui s'atrophie chez nous. Donc il faut être attentif à ça, très très attentif. Alors une question vient de me tomber du ciel. Peut-on malgré tout espérer la régénération d'un cerveau malade, voire d'un cerveau amputé avec un bon jus de carotte? Au niveau cérébral, tu sais, moi je vais te raconter une anecdote qui sera ma réponse. Lors d'un stage qui se passait, je dois être en 2015 ou 2016, ça se passait, la plupart des stages je les ai fait du côté de Perpignan, et là ça ne se passait pas là, ça se passait dans un lieu qui est dans le centre de la France qui s'appelait Terre du Ciel. Il y a une dame qui était venue en stage, et au dernier moment, sa maman, qui avait une forme d'Alzheimer, de démence sénile, maintenant on parle d'Alzheimer, mais une forme de démence sénile, elle pensait pouvoir le placer chez un membre de la famille, et au dernier moment, elle n'a pas pu la placer. Donc je me souviens, quelques jours avant, elle nous envoie un mail, elle dit « Il y a ma maman, soit je reste avec elle chez moi, soit je l'amène avec moi. Est-ce que c'est possible d'avoir une chambre à deux ?» Puis elle nous a dit « Vous savez, de toute façon, elle ne parle pas, elle ne fait pas de bruit, elle reste dans sa chaise, voilà. » On avait dit « Ben oui, pas de problème », on avait trouvé une solution d'hébergement, et ainsi de suite. On a vu tous cette dame arriver, effectivement, qui ne parlait pas, elle ne parlait même pas à sa fille, elle n'était pas là, tu regardais son regard, tu n'arrivais pas à capter son regard, et ainsi de suite. Le 4e jour, au matin, on a vu sa fille arriver en pleurs, sa mère lui avait parlé. Alors, pour elle, ça tenait, c'était le lac de Tibériade, quoi, quasiment, tu vois, c'était un revival de tu vois, Jésus. C'était pas à ce niveau-là, mais et les améliorations n'ont pas cessé durant la semaine, et surtout après coup, j'ai été en contact avec elle pendant quelques temps, elle m'écrivait pour me dire. Donc, c'est toujours pareil. Quelle est la marge de progression? Personne ne le sait, absolument pas. Par contre, moi, je suis persuadé, je peux dire je suis persuadé, si je voulais être nuancé, je dirais je pense, mais en fait, je suis persuadé qu'il y a toujours une marge de progression. Alors, est-ce qu'elle est comme ça, j'en sais rien, ça dépend de tellement de paramètres, l'état de dégradation du terrain, les conditions que tu te donnes réellement, les paramètres, parce que quand on parle d'hygiène de vie, il y a des paramètres sur lesquels on peut jouer, il y a des paramètres dont on est conscient, puis d'autres dont on n'est pas conscient. Tu vois, ton alimentation, à la limite, tu peux être relativement conscient de ce que tu manges, ça oui, tu peux mesurer. Mais après, ton niveau de stress, voilà, il y a des trucs, tu vois, moi dans mon cas, par exemple, en mai-juin dernier, au niveau symptomatique, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le cou, j'avais des migraines, j'avais beau essayer d'avoir une excellente hygiène de vie, le niveau de stress que j'avais, voilà, j'arrivais pas, mon corps n'y arrivait plus. Je suis allé voir un pote qui est ostéopathe, il m'a juste dit, là, tu es arrivé au bout de ta résilience, là, ton corps, là, il n'en peut plus, et voilà. Donc, quelle est la marge de progression? Je ne sais pas, mais je pense que tout le monde bénéficiera d'une réforme de son hygiène de vie et de son hygiène globale, je dirais, puisque si on définit les trois piliers, hygiène de vie, relations sociales et puis foi, ça paraît évident, mais tout le monde en bénéficiera, tout le monde. Donc pourquoi pas quelqu'un qui a un cerveau qui est faible, qui est fatigué, pourquoi pas, évidemment. Mais tu sais, ça me fait penser à, j'ai une connaissance qui avait une fille qui était trisomique, d'accord. Il a transformé l'alimentation en particulier de sa fille. Sa fille est toujours trisomique. Hein, je ne vais pas te dire, elle n'est plus trisomique du jour au lendemain, elle est toujours trisomique. Par contre, l'expression de sa trisomie est complètement changée. C'est-à-dire que quand tu dis trisomie, tu dis rien. Les interactions sociales de sa fille avec les autres, son sommeil, son comportement, elle est toujours trisomique, mais avec une qualité de vie pour elle et pour son entourage qui est juste le jour et la nuit. Donc souvent, il y a des gens qui disent « Ah Thierry, est-ce que ça guérit la trisomie 21 ?» Non, enfin en tout cas à ma connaissance, non. Je pense que ce qui peut le guérir, on est dans d'autres domaines, on est vraiment dans le domaine de la foi et des miracles. Mais par contre, ça peut tellement améliorer la qualité de vie et l'expression symptomatique que c'est plus la même chose. Voilà, donc c'est plus la même chose. Eh bien écoute Thierry, la section Perpignan, moi-même Kentra et Égalité Réconciliation, te remercie. Avec grand plaisir. Merci de vous être déplacé jusqu'ici dans les montagnes.